Jon Jones se fout du monde, saison 15, épisode 36. On s'était dit que nous n'allions plus faire de podcast sur Jon Jones, mais là il s'est lâché sur Twitter, insupportable. On est dans une situation où là c'est comme si Rust, il disait à l'UFC, allez, retirez-moi cette ceinture et avancez, mais de toute façon vous ne pouvez pas, et au point où vraiment je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe qui fait que l'UFC ne lui retire pas la ceinture ? Malheureusement, Dana White n'était pas présent à la conférence de presse de l'UFC 316 pour répondre à ces questions. J'espère que dimanche, après l'événement, il sera face aux journalistes afin de répondre aux questions, parce que là, on commence à atteindre un stade qui est très chaud selon moi. Toujours évidemment pas d'officialisation, un combat pour Thomas Spinal non plus. Et un Jon Jones qui nous explique, qui a quand même écrit « Je ne me suis pratiquement pas entraîné depuis Stipe Miocic », donc en novembre dernier, les gars. Ouais, bah tu m'étonnes qu'il a besoin de 6 mois du coup. Enfin, si là il est sur un régime chips coca et nachos, c'est compliqué effectivement. Mais ça confirme effectivement une chose, c'est que il y a quand même quelque chose sur lequel tout le monde, et même Jon Jones est d'accord, c'est on devrait retirer la ceinture à Jon Jones. Même Jon Jones s'en fout de la ceinture, et il l'a dit lui-même. Donc bon, on le savait tous, mais par contre, ce qu'il va y avoir de nouveau et qu'on va pouvoir vous apporter, parce qu'effectivement c'est grosso modo un facsimilé de tous les podcasts qu'on a fait avant, c'est que bah là, il y a de nouveaux tweets de Jon Jones, qui il se livre un peu plus et nous fait peut-être comprendre un peu plus qu'il reviendra pas. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€, et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Je vais vous donner plein de tweets parce que de toute façon c'est un paquet. Il a donc dit aussi « J'ai 37 ans maintenant, j'ai mal partout pour être honnête ». C'est marrant comme Tommy ne dit rien aux cadors de sa génération, il évite même de prononcer leur nom. Sachant que Thomas Spinal, lui, il a toujours déjà pris tout le monde et dit qu'il prenait tout le monde, en défendant même notamment sa ceinture intérimaire. C'est juste qu'il a dit maintenant je ne veux plus combattre que pour le titre, même pas Jon Jones, je veux le titre. Et Jon Jones a continué en répondant à quelqu'un qui demandait comment comptes-tu battre Tom. Jon Jones répond en ne lui donnant même pas l'opportunité de le faire, de me combattre. Dans un autre tweet, il disait « J'ai parlé il y a longtemps à l'UFC de mes projets pour l'avenir. C'est nul de voir ainsi le reste de la catégorie ralentie, mais ça ne me regarde pas, c'est pas moi qui tire les ficelles. » Et il dit honnêtement, je pense que c'était dans l'intérêt de l'UFC de continuer à me présenter comme le champion de l'organisation et pas Tom. Je me suis simplement contenté de jouer le rôle du bon soldat en ne faisant rien du tout en gardant la position. Et donc c'est là où il dit c'est nul de voir le reste de la catégorie au ralenti, mais ça ne me regarde pas, c'est pas moi qui tire les ficelles. Et ensuite, eh bien, est-ce que tu as la phrase où il dit les termes? Tu l'avais pas si tout. J'ai parlé à l'UFC il y a très longtemps à propos de mes plans pour le futur, et je ne me suis pas vraiment entraîné depuis mon dernier combat à New York. Et ce qui est effectivement quand même exceptionnel. Alors après, bon, c'était une des théories que tout le monde avait, c'est-à-dire le fait qu'il est cassé physiquement au point où il aurait du mal à refaire un camp d'entraînement intensif, et à plus forte raison contre Thomas Spinal, qui est le mec le plus dangereux qu'il ait jamais affronté. Donc ça, c'était possible. Peut-être effectivement qu'il y a donc un monde où Jon Jones a expliqué après son combat contre Miocic que lui, c'était terminé pour lui, et que juste c'est l'UFC et Dana White qui, par tous les moyens et par tous les chemins, comme dirait Chimène Badi, je crois, veut le récupérer et veut qu'il revienne, et donc l'UFC ne se satisfait pas du non, de la même manière qu'à l'époque, ils avaient essayé je ne sais combien de fois de récupérer Khabib, et en lui proposant des sommes toujours plus mirobolantes, alors que Khabib avait dit c'est bon, j'arrête, je ne reviendrai pas, et on sait que l'UFC avait mis beaucoup de temps à lâcher le morceau. Donc effectivement, c'est peut-être ça, et dans ces cas-là, ça enlèverait un tout petit peu de blâme de Jon Jones peut-être. Quoique, bah non, parce qu'il aurait pu tout simplement dire publiquement, bah écoutez, qu'il m'enlève la... Mais non, mais même ça, il l'a dit. Donc, il l'a dit, oui. Ouais. Donc ça enlève peut-être un peu de blâme de Jon Jones. Au-delà de sa mauvaise foi et du fait qu'il prend les fans pour des cons. Mais non, mais c'est pour ça. Puis même je ne sais pas si tu l'avais dit, celui-là où il explique justement où est-ce qu'il est. En gros, il explique comment est-ce qu'il va battre Thomas Spinal, parce que c'est vrai qu'il en a. Voilà, comme
comment battrais-tu Tom en ne lui donnant même pas en ne lui donnant même pas une chance? Mais ça, on l'avait dit. On l'avait dit aussi, c'est pour ça. Parce que tu les as quasiment tous dit, mais c'est chaud, c'est vraiment chaud. Ouais. Et là, on est dans une situation où le mec se lâche par rapport à ça. Et c'est ce qui est terrible, c'est que il y a eu donc je ne sais pas dans quel état il était, s'il était sobre ou non, mais c'est bizarre, tu vois, d'avoir tous ces tweets-là, alors que j'ai eu l'impression que Thomas Pinal était plutôt rassurant sur la suite en disant j'ai une date, j'ai un endroit pour mon retour, que Jon Jones avait dit on a parlé avec l'UFC mais je crois que contractuellement on peut pas dire ce qui va se passer mais ils savent tout, et que là il soit dans une situation où il dit vous pouvez même pas me retirer la ceinture Veni Vidi Vici. C'est trop bizarre. Et tout en continuant à envoyer des taquets à Thomas Pinal, par exemple quand il dit il y a des fans qui lui parlent des défaites de Thomas Pinal. Et Jon Jones, qui lui est invaincu, c'est vrai qu'il est invaincu, en tout cas dans les faits, parce que la seule défaite c'est une disqualification. Et il dit ah oui, merci à tous ceux qui m'ont corrigé. J'ai dit que Tom avait été soumis 2 fois, mais en fait c'était qu'une fois, d'ailleurs par un gars que tout le monde appelle Cousin Earl, et ensuite il a été mis KO par un autre inconnu. Mais difficile de se rappeler qui a fait quoi quand il y a plusieurs personnes impliquées. Donc, évidemment, les crottes de... C'était un autre Thomas Pinal aussi, parce que depuis son run UFC, on rappelle que c'est quelqu'un, Thomas Pinal, qui a le plus faible temps de combat moyen devant Francis Ngannou, ce qui est absolument monstrueux. Oui, et puis, c'était... alors, le KO ? Attends, mais de quoi il parle, le KO, par contre ? Parce que il a les défaites qu'a Thomas Pinal dans sa carrière, c'est effectivement une soumission au BAMA il y a 10 ans, 10 années, au BAMO. Et ensuite, sa deuxième défaite, c'est une disqualification parce que ça va rappeler quelque chose à quelqu'un, peut-être, Jon Jones, parce que du coup, il a mis un coup de coude interdit en 12-6 contre Lucas Parobiec. Et ensuite, il y a eu le TKO, mais parce que blessure contre Curtis Blades. Non, quand même, hein. Franchement, se prendre un TKO en 15 secondes par Curtis Blades, c'est dur. Hein. Non, mais c'est pour ça, en fait, au-delà du fait que c'était pas le même Thomas Pinal métaphoriquement, parce que c'était il y a 10 piges, je ne sais pas de qui il parle, mais ça n'est pas Thomas Pinal dans la réalité non plus factuelle des choses. Il n'a jamais été mis KO par qui que ce soit. Mais que nous raconte Jon Jones. Même en amateur, hein, et même en boxe anglaise. Que nous raconte Jon Jones. Non, mais bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire, les gars, malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles, sinon que Jon Jones s'est lâché sur les réseaux. Ce qui lui arrive de temps en temps, on se souvient à l'époque où il avait les problèmes de négociation avec l'UFC, où il demandait des sommes à la Deontay Wilder. Mais c'est vraiment très relou d'être dans une situation comme ça, où vraiment, j'ai l'impression que c'est historique, un champion qui emmerde autant l'UFC, et l'absence de réaction de la part de l'UFC. C'est pour ça que vraiment j'espère tellement que Dana White répondra aux questions des journalistes, parce que, à moins que Sean O'Malley fasse une performance de fou, Peña contre Kyle Harrison, tout le monde s'en branle, ça va vraiment être le sujet principal. Là, vraiment, les gens n'en peuvent plus. Et tout, t'as vu, Thomas Pinal, je crois que c'est à l'Alemanie où il a expliqué qu'il voulait combattre 2 fois cette année. Et pareil, là, 2 fois cette année, je ne vois pas comment c'est possible. Donc, à moins qu'on nous prenne pour des idiots depuis le début et qu'en gros, Jon Jones sorte en fait, bon, les gars, c'était signé de... Mais c'est pas possible, parce que même là, la date de novembre, c'est novembre de cette année. Donc, je vois mal l'UFC se dire, on met à Spinal sur les 2 papers. C'est trop bizarre. Et là, je sais pas si t'as vu aussi, c'est John Anik qui a expliqué que visiblement ce serait au mois de décembre. Donc là pareil, parce que attends quoi? John Anik a dit que ça pourrait être le mois de décembre, Jon Jones contre Thomas Pinal. Et là tu vois l'autre truc auquel je commence à penser, qui pourrait avoir du sens, mais là je serais vis-à-vis de Thomas Pinal, ce serait fou. Il y a de plus en plus de gens qui disent le combat Spinal-Jon Jones en fait prend du temps. Parce que le nouveau deal UFC. Le nouveau deal UFC avec le nouveau diffuseur, parce que l'UFC veut 1 milliard par an, commencerait en 2026. Du coup, on oublierait décembre et on se serait dès le mois de janvier. Mais si t'es dans un truc comme ça, pourquoi est-ce que dès le début, ils nous disent pas que ce soit Thomas Pinal et Jon Jones ont fait ça au mois de janvier, et puis même, je veux dire, même du côté de l'UFC. Pour moi, ça a parfaitement du sens de faire ça plutôt que de donner des faux espoirs. Mais on se souvient aussi, et c'est pour ça que je me permets de dire ça, qu'ils avaient fait ce même coup avec Conor McGregor quand il y a eu le Covid en 2020. Conor voulait faire sa saison, ensuite l'UFC ne peut plus accueillir du public, et donc un Conor qui était motivé, discipliné, tout le reste de l'année, il n'a pas fait de combat jusqu'à ce que les Émirats Arabes Unis arrivent, mettent l'oseille, et qu'en janvier 2021,
Conor affronte Dustin Poirier. Sinon, tout le reste de l'année 2020, et pareil pour Ned Diaz, sauf qu'il n'y a pas eu les Émirats Arabes Unis, Ned Diaz, lui, n'a pas combattu parce qu'il était, je vais pas combattre dans des enceintes sans public. C'était le choix de Ned Diaz. Conor, lui, voulait combattre, mais l'UFC se disait, si on n'a pas l'oseille de la billetterie, c'est dommage de se gâcher Conor McGregor sans communiquer avec lui. Est-ce qu'il ne referait pas la même chose finalement là avec Thomas Spinal, et peut-être que John Jones est au courant, mais en tout cas, jouer ce même jeu-là et de se dire juste, on se garde ce truc-là en cadeau pour le nouveau diffuseur. Mais ce que je comprends donc pas, même si c'était vrai, c'est que qu'est-ce qui les empêcherait d'enlever la ceinture à John Jones, sachant que de toute façon, Thomas Spinal, si il continue de gagner, c'est peut-être ça qu'ils veulent pas risquer, mais ensuite voilà. Il y aurait une ceinture de toute façon. Mais je pense que c'est ça. C'est peut-être qu'ils se disent aussi, aujourd'hui le combat Aspinal est gros parce que, Aspinal contre Cyril Gane, Aspinal contre n'importe qui, c'est pas un gros combat. C'est, pour nous les fans hardcore, c'est un gros combat, mais c'est pas, c'est pas un énorme pay-per-view, sachant que là, visiblement, c'est Amazon Prime qui serait intéressé par le business du pay-per-view. Donc, pourquoi se dire, et surtout c'est novembre, janvier, c'est pas si éloigné que ça. Et peut-être qu'ils se disent, bon, allez, on pousse le truc de 3 mois, et comme ça, on fait ce combat Spinal John Jones, cadeau pour le nouveau diffuseur qui va payer, 5 milliards sur 5 ans, un truc comme ça, tu vois. Et c'est abusé pour Thomas Spinal, mais je pense que là, le problème, c'est que le combat est devenu tellement gros qu'il est un peu prisonnier de ça, lui aussi, Thomas Spinal. Et surtout que t'es dans une situation où, s'il n'y a pas Aspinal Jones, comme on l'avait dit, selon toute vraisemblance, c'est Aspinal gagne. Si Cyril bat Aspinal, c'est terrible pour l'UFC, parce que, au regard du premier combat Aspinal John Jones, Cyril Gane, c'est très très chaud de vendre la revanche. Au-delà du fait que j'ai l'impression qu'on refait le même podcast tout le temps, mais j'espère, tu vois, qu'il y a au moins un truc, c'est que si l'UFC Hunter Campbell ont été honnêtes avec Thomas Spinal et lui ont dit ça, si ce que tu viens de dire est vrai, j'espère quand même au moins qu'il le paye, je ne sais comment, tu vois, limite en mode, tu sais, comme comment ils font déjà dans le gouvernement, tu sais, les assistants parlementaires fantômes ou je sais pas quoi, enfin, de ces genres. J'espère au moins qu'ils font des trucs avec Thomas Spinal en mode, bon, on va s'arranger, alors tu vas faire un Q&A à Shanghai et on va te payer 500 000 balles. Donc, ce sera comme si tu avais combattu et machin, et comme ça, même si tu combats pas, au moins, on te met à l'abri comme il faut, t'inquiète, on te met bien. En fait, j'espère au moins, parce que ce que veut Thomas Spinal, c'est combattre, mais j'espère au moins qu'il le compense financièrement à la hauteur de ce qu'il est en train de perdre quand même. J'espère pour lui aussi, mais en tout cas, je voulais parler de cette théorie parce qu'au début, j'y croyais pas du tout, mais c'est vrai que là, le fait que ça commence vraiment salement à traîner en longueur, ça pourrait avoir du sens, et surtout qu'on a vraiment vécu ça avec Conor, ou là encore, le truc de Conor McGregor, ça n'a aucun sens. Et même aujourd'hui, tu te poses, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que même 2 événements supplémentaires de Conor qui voulait combattre 2 fois en 2020, même s'il n'y a pas le public, tu sais que tu vas tout péter en pay-per-view. On en parlera dans des années quand on fera le bilan de la carrière de Conor McGregor, mais oui. Mais le mec revenait, le mec était déter, il bat Cowboy Cerrone. C'est le lancement de ce qu'allait être sa saison 2020. Tu l'aurais fait combattre 2 fois cette année-là, il n'y avait pas de problème. Tu prenais, pas l'argent de la billetterie, mais t'aurais compensé avec les sponsors. De toute façon, les gens n'avaient rien à regarder. C'était une époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais où le MMA a tué la concurrence parce qu'il n'y avait pas de NBA, rien du tout. Ils explosaient tout en pay-per-view. Donc tu fais plus de chiffres. T'aurais eu 2 fois Conor, pas de billetterie, mais tu compensais autrement. Le mec revenait en bombe. Et peut-être, je ne sais pas, qu'il n'y aurait pas eu cette défaite contre Dustin Poirier, la blessure qui suit, et aujourd'hui un Conor qui n'a plus combattu depuis. Mais parce que l'UFC veut toujours plus, et même Conor qui avait dit ça lors de son retour, je ne l'oublierai jamais à quel point enough is enough, comment on peut traduire ça, ça suffit. Ça suffit. Non mais on en a ras-le-bol. Après trop c'est trop. Oui, voilà, trop. Alors c'était dans le sens, donc trop c'est trop, mais c'était dans le sens en gros, il disait vous faites déjà cette oseille, mais pourquoi vouloir faire encore plus d'oseille? Parce que c'était justement par rapport à ça, en gros, qu'il a expliqué le truc. En mode, vous allez déjà battre des records, pourquoi vouloir encore plus d'argent alors qu'on sait qu'on va tous être très très bien?
Et vraiment, j'oublierai jamais ça parce que Connor dise lui-même ça à propos de son retour et que lui était ultra frustré par la situation. Et quand vous dites que l'UFC, enfin, je veux dire, normalement, t'es Dana White et c'est ça qui m'a encore plus choqué. C'est le problème de Connor 2015-2016, Connor il combat tous les 3 mois. Et c'est là que l'UFC explose aussi. Parce que tous les 3 mois, tu as Connor Mendes, Connor José Aldo, Connor Diaz, Connor Alvarez. Ils battent tous les records parce que t'as un Connor qui est hyper actif et les gens ne se lassent pas. Pourquoi ? Parce que t'as des performances de fou. Le mec oui, les gens ne se lavent pas. Les gens ne se lavent pas. On ne se lavait pas tellement on attendait ça. De temps en temps, on va vous glisser des petites insultes comme ça. Et c'était pas un problème. Parce que on le voyait, on suivait son histoire. Alors que là, le mec, tu le mets dans un truc sous cuve et Thomas Spinal, c'est terrible parce que là, il aurait pu rouler sur la concu entre-temps et les gens auraient kiffé aussi. Mais en fait, c'est vrai que... Alors, c'est facile, hein, là, comme d'habitude, on juge du banc de touche, donc c'est facile pour nous. Mais c'est d'autant plus dommage que ça a été le cas pour Connor. Donc, il a tout explosé lorsqu'il était dans sa phase d'activité. On pourrait étendre ça à tout le monde. Hein. C'est au moment où Alex Pereira a eu sa phase d'activité monstrueuse qu'il est devenu le Alex Pereira. Mais oui, Israël Adesanya, il est devenu Israël Adesanya dans sa période d'activité folle. Écoutez Rust. Donc, et je suis persuadé qu'on peut le faire avec pas mal d'autres athlètes aussi. Mais oui, et surtout, mais même Kamaru Usman, quand il y a eu cette petite... Kamaru Usman, à la base, n'était pas du tout aimé du public, mais c'est par cette activité qu'il a commencé à partir à la conquête du cœur des fans. Jorge Masvidal en 2019. Exactement. Et à chaque fois, en plus, et c'est là la différence avec Connor aussi, c'est que il est dans une situation où, et même Adesanya, tu vois, c'était pas des combats qui étaient des méga fights. Connor, la chance qu'il a eu, c'est que à chaque fois, tu vois, il y avait une histoire de fou pour ces combats, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi l'UFC ne l'a pas fait là, et pourquoi il ne l'a pas fait à l'époque de Connor, et pourquoi aujourd'hui ils refont le coup, tu vois. À moins que, enfin voilà, comme tu as dit, on n'est pas, on n'est pas à la place de l'UFC, on ne sait pas pourquoi, et eux, ils ont évidemment tous les indicateurs, mais c'est soit cette peur de le mec va perdre et qu'est-ce qui se passe ensuite, mais on voit bien que même quand Connor il perd contre Ned Diaz, c'est pas si grave finalement. Ouais. Et puis en plus, ça mène à quelque chose. J'y pense là parce que je l'ai écouté il y a quelques jours, un podcast. Je crois que c'était Luc Thomas, encore lui, mais qui disait, et ça m'a fait un choc de l'entendre parce que ça m'a fait réaliser à quel point c'est vrai. Ça y est, maintenant, c'est fait, c'est comme ça. Il faut qu'on fasse avec. L'UFC est devenu comme la boxe il y a quelques années et même maintenant. Ça y est, l'UFC, c'est la boxe. On n'a plus vraiment les combats qu'on veut voir. Il y a des douilles de temps en temps et tu sais pas pourquoi. Ça fonctionne au ralenti et quand c'est pas des tune-up fights, parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre dans les trucs qui vont arriver? On n'a pas à se creuser trop la tête. Yair Rodriguez-Volkanovski, personne ne le veut. Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, personne ne l'a demandé. En fait, maintenant, ça y est, l'UFC, c'est la boxe. Il y a les combats qui se font, c'est les combats qu'on n'a pas envie de voir. Les combats que tout le monde veut voir ne se font pas. Et tous les fans sont dans un état un peu de dégoût, le mot est trop fort, mais tu vois, comme ce qu'ont connu les fans de boxe anglaise pendant toutes ces années où les fans, ils savent ce qu'ils veulent voir avant l'arrivée de Turkel Alchik, mais c'est simplement que, il y a trop d'administratifs, trop de trucs qui se passent derrière les rideaux, trop d'argent qui font que, et on n'a jamais les trucs qui nous intéressent. Et en fait, maintenant, ça y est, il n'y a plus de si ça continue. Nous y sommes. Nous y sommes. Et on se quittera là-dessus, les gars. Oui, Rusty, je pense. Quittons-nous, allez, bons amis. Quittons-nous là-dessus, bons amis. NutriPure. Alors, petit banger de chez NutriPure. J'en profite déjà pour vous dire, c'est 10%, plus 10% avec le code LASSURE, 10% à la commande, 10% de cagnotte. Et là, on a un petit truc made in France qui fait très plaisir, Rust. Il y en a deux. Alors en fait, moi, il y en a un, mais je l'ai déjà quasiment fini, donc il va pas falloir que je tarde. Je vais en recommander mon pote que ça. Ouais. Mais donc le deuxième truc que j'ai là, parce que l'autre il est dans le frigo, c'est la pâte à tartiner. Mais ce sont tout simplement les barres protéinées. Mais en fait, ce que je kiffe, mon petit pote, c'est que je vais vous lire les ingrédients. Donc ce sont des barres protéinées. Il y a 22 grammes de protéines pour 100 grammes de barres. Écoutez-moi ça, putain. Écoutez cette mélodie. C'est du miel à mes yeux et mes oreilles quand je l'ai lu. Ingrédients, date, protéines de riz 15%, noisettes 14%, noix d'Amazonie, cacao cru issu du commerce équitable, amandes, beurre de cacao. Et c'est tout. Oh là là. Il n'y a pas de produits chimiques. Bon, il y en a peut-être dans certains... Mais
là, où ils sont les trucs en malto, je sais pas quels sont les noms de produits chimiques. Voilà. Édulcorants, les trucs comme ça. Ouais, voilà, des conservateurs, des colorants, conservateurs, édulcorants, machin. Naturel et français. Et voilà les gars. Pur, c'est français. Banger on banger. Eh oui, regardez ça. Et en plus, c'est bio. On enchaîne avec Oli, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, made in Germany pour le coup, nouvelle saveur, toujours banger, code la sueur, 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%, c'est j'en profite quand même pour vous dire que Kyle Harrison a fait le poids, Rusty. Kyle Harrison qui était cadavérique et qui a fait les 135 livres contre Peña. Et d'ailleurs, c'est assez dingue. Je sais pas si on se rend compte les cotes, parce que quand on regarde les cotes pour ce combat, comme main event de l'UFC 316 là aussi, que personne n'a demandé, Kyle Harrison qui va peut-être avoir son combat contre Amanda Nunes si elle s'impose. La cote de Kyle Harrison, elle est à 1,11. Je rappelle que Peña est la championne, cote à 5,70. Ah non, c'est... Attends, mais c'est historique ça, non? Bah, qu'une championne et une cote comme ça peut... je sais pas. Après, j'ai le sentiment que si c'était historique, on l'aurait vu placarder partout. Après, c'est-à-dire, c'est quand même historique à quel point tout le monde s'en fout de ce fight, donc c'est peut-être pour ça que personne n'en parle. Mais j'ai l'impression qu'un champion qui est autant outsider, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. T'as vu la tête de Kyle Harrison? Oh la vache! Ouais, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait le poids 135 livres. Première ses fois. Joues, elles sont creusées, mais il y a eu un coup d'excavateur industriel dans ses joues. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite, le Embedded. Alors, moi, Kyle Harrison, elle a grandi en toi. Elle a grandi en toi. Donc, sachez que si Guillaume le dit comme ça, c'est parce qu'on s'amuse parfois entre nous, à traduire bêtement des expressions anglaises. Donc, et she's growing on me. Donc, elle nous est de plus en plus sympathique. Kyle Harrison, et je dois avouer que la voir là dans sa ferme avec ses émeus, ses poules, tous ces petits animaux, sa famille aussi, sa famille absolument, elle est très sympa, très naturelle, très authentique. Et puis c'est sûr que voilà, il y a eu les mêmes en mode on a retrouvé Bane et tout ça, parce que c'est vrai qu'à un moment donné elle est de dos et elle est absolument terrifiante, mais elle est très sympathique et peut-être bien que ça y est, je suis peut-être Team Harrison. Oh, en même temps, Team Peña, à part sa famille, elle est insupportable cette meuf. Elle est insupportable. Alors oui, mais moi je la respecte parce que elle est oui, mais non, attends, arrête de grimacer. Attends. Elle me sort pas un truc parce qu'elle est mère de famille et elle a été chercher la ceinture. Non, parce que Rust est très comme ça, les gars, je préfère vous dire. Non, En fait, en plus c'est marrant parce que ce truc-là de mettre la famille en avant et d'être un bon père ou une bonne mère de famille, je sais qu'on en avait déjà parlé, mais on en parle souvent, nous en tout cas entre nous, parce que c'est terrible, parce que c'est ce qui fait un bon être humain dont on veut dans notre communauté, qu'on veut comme voisin et tout ça. Malheureusement, comme ça vend pas un copec de le dire, dans le divertissement, ça ne sert à rien de mentionner ça. Les gens te diront c'est très cool, mais les 5 personnes qui t'auront regardé. Mais surtout dans un truc comme les sports de combat où moi ça me... Ouais, ça te sort presque du truc. Ça me sort du truc et ça met toujours un peu mal à l'aise, tu vois, genre quand t'es Max Holloway avec son fils, tu vois, tu te dis, là tu vas quand même avoir une guerre et tout, ensuite si ça se passe mal, il y a son fils qui pleure, mais c'est normal de pleurer, d'être choqué dans cette situation-là, en fait je trouve que c'est pas du tout l'endroit pour mettre la famille, les sports de combat. Je suis assez d'accord, ouais. Et puis, mais non, moi la raison pour laquelle je trouve pour laquelle je respecte Peña, c'est que l'avenir nous dira si elle joue un rôle ou pas, mais je respecte le fait qu'au moins elle essaye, même en étant une peste, tu vois, de faire parler. Parce qu'il y a ce truc aux États-Unis, ils appellent ça, alors pour le coup, devenir la roue. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, ou le talon peut-être. Ah oui, le talon, pardon, la roue c'est Will, et donc c'est Becoming the Heel. Et en gros, devenir le talon, et c'est devenir le vilain, le méchant en fait. Et tu peux le faire tout à fait volontairement, c'est ce qu'a fait par exemple Colby Covington. Et le fait qu'elle veuille absolument devenir la méchante, devenir la chippie, la peste insupportable et tout ça, on a beau la trouver insupportable, au moins on n'est pas indifférent et elle nous fait ressentir quelque chose. Ça, j'apprécie l'effort. Oui, du dégoût, parce que vraiment, ça tech sur Belal Muhammad, c'était insupportable. C'était quoi déjà ce qu'elle a dit ? Pour elle, Belal Muhammad a été volée dans son combat contre Jack Della Maddalena. Et pour moi, c'est cette fameuse
barrière que tu franchis où tu commences à raconter n'importe quoi pour que les gens parlent de toi. Et Oui, c'est pour vrai. ça qu'il y a certains combattants qui m'insupportent. Et typiquement, ça, j'ai vu, j'ai fait bon. Et puis pour finir aussi Après, sur les c'est news. son coéquipier, hein, Belal Mohamed, c'est pour ça. Ah oui, ok. Et pour finir sur les news, t'as vu ou pas Bryce Mitchell? Tu sais que pour le coup, ça. Alors, je sais pas si tu l'as vu du coup le reel où il frappe dans un cochon mort. Ouais, j'ai trouvé ça de mauvais goût. Bah, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que le cochon est mort. Ouais, mais par contre, bah, parce que en gros, bah, les gens sont des bâtards. Parce que, non, quoique, les gens ont dit quand c'était dans Rocky, ça choquait personne. Et c'est vrai, ils tapent dans des carcasses. Là, c'est juste que le cochon. C'est ça, c'est une carcasse et tout, le truc. Enfin, voilà, c'est la viande qui est déjà coupée et tout. Là, le cochon, il y a tout le corps, hein, les gars, il y a pas de problème. Oui, oui, ah bah, il vient probablement d'être tué. Donc, mais après, c'est dans son jus, ça reste avec du Bryce Mitchell en fait, classique. Voilà, donc ça surprend pas. Honnêtement, ça m'a pas, non seulement ça m'a pas choqué, mais j'ai un peu en mode, ah, ça va. Comme le cochon est mort, on sait que de toute façon, c'est un fermier Bryce Mitchell, donc il a. Lui, c'est beaucoup plus éthique que, et je nous compte dedans, hein, tu vois, nous deux qui allons acheter du jambon ou des trucs comme ça au supermarché, c'est-à-dire que lui, au je moins, ne fais jamais ça, moi. C'est vrai. Donc ne me mets pas là-dedans, je ne fais jamais ça. Ouais, je ne fais jamais ça. Respect, eh ben vrai respect. Ouais. Mais tu vas la chercher où du coup la viande? C'est Bou. Ah oui, c'est Bou. Bah oui. Ah oui, ah non mais ah oui, d'accord. C'est Bou, circuit court, viande angevine, qu'est-ce qu'il y a les gars? C'est Bou étant une légende qui est le père du coach Alexis du La Sueur Gym. Oui. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. Et on lui passe le bonjour. Oui. Et oui, non, absolument. En fait, moi personnellement, j'avoue, je vais de temps en temps prendre des filets de poulet et trucs Super U, mais dès qu'il faut prendre de la bonne viande, effectivement, j'essaie aussi d'aller chez un boucher, et notamment un boucher local, et notamment quand c'est à la campagne, surtout. Et surtout qu'on a des voisins qui sont éleveurs, et je peux te dire que la viande de charolaise et de... Est-ce qu'ils font aussi de la limousine? Je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, tu l'as conduit, hein. Voilà. Et donc ça, bon voilà, de toute façon, il y a rien de mieux que quand c'est local comme ça. Et donc moi, ça m'a pas choqué de voir Bryce Mitchell, non seulement parce que lui, il élève ce qu'il mange et il élève il est non seulement éleveur, mais aussi voilà, il est agriculteur, il cultive sa propre terre pour en tirer voilà tout ça, maraîcher tout ça. Et ce qui m'a un peu plus à la limite, mais après c'est comme ça en fait, c'est comme ça dans les fermes aussi, c'est le moment où il est en étranglement arrière sur un cochon qui est encore vivant, donc probablement le même. Il l'étrangle pas, hein. Tu l'as pas vu ça? Si, je l'ai vu. Ouais. Alors il l'étrangle pas, hein. Il est pas en train de le torturer, mais je pense pas que le cochon ait compris que c'était une vanne. Oui. Donc c'est ça qui est problématique, c'est que il est derrière, il est en mode regardez, je suis sur le point de lui faire un étranglement arrière, alors que le cochon, bon, il a les deux pattes liées, enfin même les quatre pattes liées. Là, ça la fout un peu plus mal, je suis d'accord. Ouais. Là, on franchit cette limite. De toute façon, Bryce Mitchell, c'est toujours ça. Hein. Ah oui, lui, les limites, de toute façon, c'est Ray Charles. Hein. Oui. Mais non, mais dans le sens, il les voit pas. Oui, ah bah oui. C'était quoi l'autre sens? Bah je sais pas, t'as un comme si j'avais dit une dinguerie. Non mais pauvre Red Charles, putain, laissons-le là où il est. Et comment ça? Donc dans sa tombe quoi? Oui voilà, bah laissons-le tranquille. Je voulais enchaîner aussi avec d'ailleurs Bryce Mitchell qui revient à Abu Dhabi contre Saïd Nurmagomedov, 18-4 en carrière. C'est pas combat bourbier, je trouve, mais bah un peu combat en mode je pense que c'est pas un cadeau quand même de la part de l'UFC. Hein. Ouais, mais après, il est dans une situation, il est ancien top 15, je crois qu'il est sorti du top 15, Bryce Mitchell, là. Ah, donc, à un moment donné, tu vois, t'es obligé d'affronter aussi des mecs comme ça. Enfin, je vois pas qui d'autres ils auraient pu lui mettre, tu vois. Bah, pas un Dagestanais que personne ne connaît. Alors, certes, c'est un Nurmagomedov, mais et d'ailleurs, attends, qui sort d'une défaite contre Vinicius Oliveira, oui, en Arabie Saoudite. Ouais. Donc ils lui mettent un mec qui est à consonance russophone, que les gens ne connaissent pas, en tout cas pas le grand public, et qui est pas un mec facile. Pour moi, ils sont dans la lignée de ce qu'ils lui ont mis Jean Silva. Maintenant, ils lui mettent des mecs... Ouais, en plus dur. Bah, à suivre, Rusty. Bref, les gars, puis Wicked One, n'oublions pas, moins 20%, surtout Wicked One, avec le code La Sueur. On se retrouve très vite, les gars. Bye! Yeah.